Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée sur l'engagement public et la crédibilité de la science. Je ne vais pas vous donner trop de contexte parce que Augustin Franière va le faire dans 2 minutes. Moi, je vais juste brièvement vous exposer le programme. Comme vous l'avez déjà vu, en fait, on a imaginé cette journée en se disant on va faire une matinée plutôt de conférences académiques pour mettre en lumière ce qu'on pense la science, mettre en lumière sous l'angle de différentes disciplines cette question principale du rapport entre engagement et perte de crédibilité ou non. Donc on aura tout d'abord une brève introduction d'Augustin Franière qui va nous expliquer pourquoi cette journée et qui va aussi revenir sur des concepts clés du rapport qui sont à l'origine de cette journée. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir une présentation de professeur Fabienne Kreta von Rotten de l'UNIL qui va nous parler de la place de la science et des scientifiques dans la société. Ensuite, nous aurons Victoria Colonia, qui vient de l'ETHZ, qui nous fera une présentation en anglais. Et elle nous fera part des résultats de son dernier article où elle s'intéresse à l'effet de l'engagement des scientifiques en faveur du climat sur la confiance en la science. Après une courte pause, on aura Laurent Cordonnier, qui lui nous parlera des liens entre traitement médiatique et formation de l'opinion publique. Et puis il nous présentera également les résultats d'une courte étude pilote qui vise à isoler la composante militante de l'engagement pour déterminer si elle a une influence ou non déterminante sur la crédibilité perçue des scientifiques. Et puis enfin, on a Oscar Mazzoleni de l'Université de Lausanne qui va clore la matinée en s'intéressant plutôt à la perception des scientifiques par le monde politique. Et puis ensuite, l'après-midi, on a imaginé ça pour plutôt mettre en lumière le rôle et les opinions d'autres acteurs clés dans cette question de la crédibilité, c'est-à-dire les médias et les politiques. Et on aura aussi un retour des institutions, d'autres institutions. Donc on reprendra à 14 heures avec une intervention de Virginie Courtier du COMET, donc c'est le comité d'éthique du CNRS, qui sera à distance et qui va nous présenter le rapport qu'a fait le CNRS en se focalisant justement sur les risques de perte de crédibilité. Et puis une présentation de Filippo Lechtaler de la SCNAT qui nous parlera aussi de cette question-là du point de vue de cette institution suisse. Et puis ensuite, les deux tables rondes qui prendront les deux 1 heure. Donc on aura vraiment pas mal de temps pour les questions et l'échange avec la salle. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre le point de vue des journalistes et le point de vue des politiques par rapport à cette question-là. Et voilà. Avant de passer la parole à Augustin, peut-être juste 2-3 éléments d'information. Donc la pause de midi aura lieu ici. Ça permettra aussi d'avoir le temps pour échanger avec les intervenants et entre vous. Et puis à la fin de la journée, il y a un petit apéritif qui aura lieu juste à côté, dans la cour. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, des besoins spécifiques, Augustin Franière, moi, on est là. Et il y a aussi Johan Recordon et Adrienne, qui est là-bas, qui nous ont aidés à préparer cette journée et qui sont à disposition s'il y a quoi que ce soit, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. Ah oui, dernière chose, les interventions sont filmées. Donc elles seront retransmises pour les intervenantes et intervenants qui donneront leur accord et qui acceptent que ce soit mis sur la chaîne YouTube de l'UNIL. Il y aura une retransmission a posteriori. Et voilà, on vous tiendra informé par email. La mailing list recevra ces informations. Et je ne prends pas plus de temps pour passer la parole à Augustin qui va nous présenter le contexte. Merci Dounia, bonjour tout le monde. On est très heureux de pouvoir enfin aller après la phase de préparation dans le vif du sujet avec cette journée-là, qui, comme son titre effectivement l'indique, se centre sur dans cette vaste question de l'engagement des chercheurs et des chercheuses dans le débat public, sur ces questions de crédibilité, de risque de perte de crédibilité, ou de gain d'ailleurs de crédibilité, parce que ça peut aller potentiellement dans les deux sens. J'aimerais juste refaire un tout petit peu le contexte et l'historique et vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on a voulu aborder spécifiquement cette thématique-là. Et le contexte plus général est celui d'une réflexion qui a eu lieu ces 4 dernières années à l'UNIL, sur les questions d'engagement, qui a
commencé en février 2020 par la constitution d'un groupe de travail qui a réfléchi à intervalles vraiment réguliers, qui s'est vu une quinzaine de fois sur un an et demi, qui a réfléchi à ces questions-là et aux enjeux posés par les questions d'engagement public des chercheurs et des chercheuses, en particulier de l'UNIL. C'était une commission composée d'une douzaine de membres représentant de toutes les facultés et de un ou deux services concernés, comme le service de la communication. On a organisé déjà à l'époque une table ronde, il y a eu une enquête qui a été menée parmi les collaborateurs et les collaboratrices de l'UNIL, dont les résultats sont en partie sont disponibles en ligne et sont en partie résumés dans ce rapport. Ce rapport qui est finalement l'aboutissement de cette démarche et de ces réflexions qui a été publié en mai 2022. C'est un rapport d'une centaine de pages et qui essaye effectivement de clarifier un certain nombre de concepts sur lesquels je vais revenir dans une minute, autour des questions d'engagement et de militantisme, qui synthétise les résultats de l'enquête qu'on avait menée, une enquête qui portait sur non seulement les pratiques d'engagement au sein de notre communauté à l'Université de Lausanne, mais aussi sur la perception de l'engagement. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce que c'est légitime? De quelle manière est-ce que c'est le plus approprié de s'engager, etc. Et donc, ce rapport a eu une vie après la publication, c'est-à-dire qu'il a permis d'entrer en discussion avec différentes autres institutions, notamment le COMETS, dont on va avoir une petite présentation en début d'après-midi, mais aussi d'autres universités ici en Suisse. Donc, je vais juste revenir assez brièvement sur les quelques concepts clés et quelques définitions clés qu'on a dans ce rapport pour situer un petit peu l'approche qu'on a vis-à-vis de ces questions d'engagement. Et puis, ça va poser un tout petit peu les bases pour les discussions de la journée. Donc, premièrement, la définition de l'engagement. Qu'est-ce qu'on entend par engagement dans ce rapport? Et j'ai dit bien dans ce rapport parce que les définitions ne sont pas forcément toujours les mêmes. Peut-être dans les présentations qu'on va avoir tout à l'heure, il y aura des définitions un peu plus larges que ce que nous, on a utilisé ou un tout petit peu différentes. Mais nous, on l'a conçu comme une démarche, prise de parole ou action qui est à la fois publique et à contenu normatif. Donc, deux critères. La publicité, parce que si on prend des positions seul dans notre coin, disons qu'on ne peut pas vraiment appeler ça de l'engagement. Et puis un caractère normatif, c'est-à-dire qu'il comprend une prise de position sur des questions sociales, politiques. Donc ça va un tout petit peu au-delà de la simple transmission de résultats de recherche, par exemple. C'est s'exprimer sur l'implication sociale ou politique de ces résultats. Donc ça peut se faire de plein de manières, ça peut se faire par des conférences, des débats, des interventions dans les médias, des blogs, des posts sur des réseaux sociaux, la participation à des manifestations, aussi à des actions de désobéissance civile, qui est un cas particulier, participation aux activités de groupes d'intérêt, etc. Donc l'engagement peut être de nature multiple, mais voilà, c'est la définition qu'on a choisie. Vous pourrez remarquer que donc, cette définition est un peu plus restreinte qu'une autre définition de l'engagement qu'on peut trouver dans la littérature qui concerne toute forme d'interaction avec le monde extra-universitaire, y compris la simple communication de résultats scientifiques. Nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt les prises de position publiques sur des questions sociales et politiques, vous l'aurez compris. Cette définition de l'engagement, par contre, est un peu plus large dans notre esprit que le simple militantisme. Le militantisme, on l'associe plutôt à une activité répétée, organisée, souvent au sein d'un groupe organisé, dans le but de faire changer les politiques publiques, par exemple. Alors, le militantisme est inclus dans notre définition de l'engagement, mais notre définition est un peu plus large que ça. Si on prend l'exemple d'une professeure, je ne sais pas, de droit, par exemple, qui va 2 fois par année à la radio s'exprimer sur des sujets politiques ou de société en lien, par exemple, avec son domaine d'expertise, ça peut entrer dans notre définition de l'engagement, ce n'est pas forcément du militantisme au sens propre. Donc le militantisme est inclus dans notre définition, mais l'engagement est un peu plus large que ça, à notre avis. Alors, quand il y a engagement dans le débat public, les rôles possibles que l'on peut prendre sont multiples. Il y a un rôle d'expertise pour essayer de répondre à une question émanant de la société.
On peut intervenir dans le débat public en tant que chercheur ou chercheuse, simplement, chercheur ou chercheuse qui se pose ses propres questions et a ses propres méthodologies pour essayer d'y répondre. Alors, il y a le rôle, évidemment, d'enseignant, alors qui nous concerne peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais il y a aussi des questions qui se posent autour des questions d'enseignement. On peut être là en tant que médiateur ou vulgarisateur, vulgarisatrice scientifique, ou comme simple citoyen ou citoyenne. Et c'est ces différentes casquettes, et c'est une des recommandations du rapport, qu'il s'agit de clarifier du mieux possible, c'est-à-dire expliquer de quel point de vue on parle et avec quel rôle on endosse au moment où on intervient. Alors, un concept qui est central dans toutes ces questions et qui cristallise pas mal des débats qu'il y a autour des questions d'engagement public des universitaires et des scientifiques, c'est la notion de neutralité de la science. Alors, cette notion de neutralité de la science, vous le verrez, j'y reviendrai juste après, est très associée à la notion justement de fiabilité, de crédibilité, voire d'objectivité du scientifique, en tout cas dans les représentations communes. Mais dans le rapport, on a opté pour une perspective un petit peu différente. La notion de neutralité est souvent associée, à savoir, autant dans les esprits, mais que dans la littérature en philosophie des sciences aussi, comme l'idée d'une science sans valeur, donc qui serait isolée des influences sociales, mais surtout qui est sans valeur, c'est-à-dire que dans la démarche scientifique, il n'y aurait pas de place pour les valeurs sociales, politiques ou morales. Alors, les développements récents en épistémologie, en philosophie des sciences, en tout cas dans certains courants, montrent que cet idéal-là, en fait, il est inatteignable. Pourquoi? Parce que la science est influencée de facto, elle est intégrée dans le reste de la société, donc elle est influencée par la disponibilité de financement, par les tendances du moment, par la politique parfois, en tout cas le choix des orientations de recherche. Est influencé aussi par les valeurs personnelles des chercheurs et des chercheuses, et pas seulement celles et ceux qui sont engagés. Le fait de ne pas être engagé n'implique pas qu'on n'a pas de valeurs personnelles. Donc, la science n'est pas neutre du point de vue de cette définition, et nous avons estimé dans ce rapport que, finalement, ces questions de neutralité n'étaient peut-être pas la meilleure manière de parler de cette question-là, d'approcher cette question-là, et qu'il valait mieux parler de recherche de l'objectivité, ou en tout cas de la fiabilité, c'est-à-dire que la science, malgré le fait qu'on ne peut pas dire que c'est une entreprise sans valeur, dans ce sens-là du terme neutralité, a un certain nombre de méthodes et de procédures que l'on applique, qui sont souvent définies de manière un peu différente en fonction des disciplines, de méthodes et de procédures qui permettent de produire des connaissances les plus fiables, rigoureuses possibles. Donc c'est cette recherche de la fiabilité qui est finalement ce qui compte, mais qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'avoir un certain nombre de valeurs. Et certains travaux en épistémologie montrent même qu'il y aurait une place, même dans la démarche scientifique, pour, à certains stades, un rôle limité et contrôlé d'un certain nombre de valeurs sociales et politiques. On préfère aussi s'appuyer sur le concept de déontologie scientifique, c'est-à-dire que les métiers de la recherche viennent avec un certain nombre de devoirs liés aux questions d'intégrité scientifique notamment, de reconnaissance des acquis des autres chercheurs, de nos collègues, le fait de citer ses sources, ses références, etc. Il y a toute une éthique académique finalement qui doit être respectée, mais qui n'est pas non plus contradictoire avec le fait d'avoir des valeurs et de ne pas faire comme si on était neutre et on opérait dans un vide axiologique. Et enfin, pas mal de littérature s'intéresse et tente de promouvoir une certaine transparence sur les valeurs, alors que traditionnellement la science ou les scientifiques avaient plutôt eu tendance à vouloir limiter finalement, faire comme s'ils ils opéraient dans une bulle pour essayer de préserver cette image finalement d'objectivité, de crédibilité, d'avoir une certaine transparence sur les valeurs, puis expliquer pourquoi malgré ça on peut atteindre et produire des connaissances fiables en appliquant les méthodes et procédures typiques de la science. Alors, il y a des questions aussi, j'ai presque fini, donc je vais aller assez vite, de liberté académique qui se pose ici, c'est-à-dire que la liberté académique est traditionnellement définie comme la liberté de recherche, donc choisir ses objets de recherche et ses méthodologies pour y répondre, liberté d'enseignement au sein d'un cursus et d'un plan d'études, et surtout liberté d'expression académique, c'est-à-dire que les chercheurs et les chercheuses sont très libres de s'exprimer non seulement sur leurs résultats de recherche, mais aussi sur les conséquences
sociales et politiques de leurs résultats de recherche. Donc cette liberté académique protège finalement les universitaires contre, enfin elle existe pour les protéger contre la censure, contre les entraves finalement à l'exercice de leur métier et de leur fonction. Mais elle s'accompagne aussi, vu que c'est une liberté spéciale qui s'adresse à une sous-catégorie de la population qui sont les gens du métier de la recherche, de devoirs déontologiques liés justement à cette éthique académique dont j'ai parlé tout à l'heure et à l'intégrité scientifique. Donc pour faire bon usage de cette liberté, et c'est là toute la question, comment est-ce qu'on en arrive finalement à ces questions de crédibilité? Parce que la tendance, la conclusion, si vous voulez, générale du rapport, c'est les chercheurs et les chercheuses sont tout à fait légitimes pour participer au débat public, à s'engager, en respectant un certain nombre de bonnes pratiques, de transparence, de clarifier le mieux possible quel est le rôle qui est endossé. Par contre, comment cela est perçu? Comment est-ce que c'est perçu par le public, par différents corps de métier, quelque part, différentes corporations? Et c'est là... Ah ben non, il manquait... Ouais, pas désolé, il y avait une slide en plus. Bon. C'est là que les questions de crédibilité arrivent. Donc, comment est-ce que l'on définit la crédibilité? Eh bien, pour cette journée, nous proposons de la définir comme la confiance accordée soit à des chercheurs, soit à une institution scientifique, soit à la science en général. Donc, c'est la confiance accordée à ces trois entités possibles dans sa capacité à produire des connaissances rigoureuses, des connaissances et des analyses rigoureuses, fiables, etc. Et là, on est dans une question de perception. Alors que le rapport, on traitait plutôt des principes de base, là, on est vraiment dans la question de la perception. Qu'en pense le public? Comment il se représente le fonctionnement de la science, le rôle de la science, et du coup, sa crédibilité, donc la fiabilité des informations fournies par les chercheurs, par les institutions scientifiques, etc. Donc, pour aller plus loin sur cette question, parce qu'il y a encore relativement peu de littérature sur la question, il y a une petite littérature émergente, empirique émergente. On a organisé justement cette journée.